connais bien le noir des mines, comme mon père. Descendre pour aller au charbon, le feu dans mes poumons. Et pourtant, quand j'ai appris que la mine allait fermer, c'est mon cœur qui a grincé. J'ai tissé ma vie. C'était pas toujours dans la dentelle. Mais chaque jour, je me levais pour. Chaque jour, je me trouvais belle. Je digère seulement maintenant une phrase de ma grand-mère qui disait « Le plus grave n'est pas de tomber. Le plus grave, c'est de ne pas se relever. » J'ai fait le calcul. En 2050, nous serons 9 milliards sur Terre. À ce train-là, il nous faudrait une planète de secours. Qu'est-ce qu'on fait ? Avec de géniaux ingénieurs, je mets au point une application Internet qui va permettre d'équilibrer la production et la consommation d'énergie de ma résidence. La stocker et la partager avec mes voisins. C'est l'idée. Que vaut le design s'il est désarmé? Que vaut le béton sans âme? Je veux être utile à mon art. J'ai transformé les archives du Nord pour qu'elles deviennent un bâtiment à énergie positive. Il produit plus d'énergie qu'il en consomme. J'ai construit des éoliennes en fibre de lin, du lin cultivé ici dans le nord de la France. Le Nord est volontaire pour une économie circulaire. Penser global, agir local. Bonjour à tous, mon nom est Christine Cardellan, je dirige la rédaction de l'Usine Nouvelle et je suis ravie de vous accueillir dans cette tour Saint-Gobain à la Défense pour cette séquence de la France des solutions dédiée à l'industrie. Je rejoins d'abord notre hôte ici dans la tour Saint-Gobain, Pierre-André Chalandard. Donc vous êtes PDG de Saint-Gobain, une entreprise tricentenaire. Alors d'abord merci de nous recevoir, hein. C'est pas un hasard si on a choisi de venir chez vous. Ce bâtiment tout neuf puisque vous venez d'emménager. Comment le qualifieriez-vous? C'est à la fois un lieu de vie très agréable pour tous les salariés de Saint-Gobain et je crois beaucoup à la présence physique, même dans le monde post-Covid. Et puis ce bâtiment, c'est une vitrine de notre savoir-faire. Hein, ici, dans cet espace plein ciel, tout en haut de la tour, nous avons par exemple les vitrages qui sont des vitrages électrochromes qui changent de teinte avec une impulsion électrique et qui permettent de s'adapter, d'éviter l'éblouissement quand il y a trop de soleil, qui également ont une fonction thermique. Et puis dans la tour, il y a plus de 150 solutions Saint-Gobain. Donc c'est une vitrine de nos savoir-faire et une image de ce que sera le bâtiment du futur, un bâtiment à la fois confortable et écologique. Alors, avec le think tank La Fabrique de l'Industrie, que vous co-présidez avec Louis Gallois, je crois, vous pensez l'industrie du futur, une industrie qui serait performante dans la mondialisation tout en jouant un rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, comment fait-on? Pendant longtemps, on a cru que l'industrie, c'était le problème. En fait, l'industrie, c'est encore plus la solution. C'est grâce à l'industrie qu'on va trouver les moyens de décarboner l'économie. Je prends les bâtiments, hein, et c'est pour ça que Saint-Gobain est un merveilleux exemple, puisqu'on est des deux côtés. Hein. On est à la fois pour faire du verre, on émet beaucoup de CO2, mais une fois que ce verre il est installé, il fait faire des économies considérables. C'est remboursé en 3 mois, les émissions de CO2 qu'il faut pour faire un double vitrage. Donc ça veut dire qu'on est la solution. Et donc si on veut avoir un monde décarboné, il faut de l'industrie. On s'est donné comme objectif d'être neutre en carbone en 2050. Alors, vous allez me dire 2050, c'est loin. Vous ne serez peut-être plus à la tête de Saint-Gobain, c'est facile. Mais il faut changer maintenant. Donc on avait déjà une feuille de route 2025. Hein, on est pour baisser nos émissions de CO2, mais si on réfléchit à 2050, on va se donner bientôt des objectifs 2030, il faut réfléchir sur notre mix énergétique, on réfléchit aussi sur la manière de concevoir nos produits. C'est toute l'entreprise qui doit se mettre en mouvement pour aller dans cette direction. Donc c'est une vraie révolution. Alors, à l'Usine Nouvelle, on s'est aperçu que pour séduire les jeunes ingénieurs, on ne pouvait pas leur parler de n'importe quelle industrie. Ils ne vont maintenant plus que dans des industries respectueuses de l'environnement ou même qui travaillent à diminuer les émissions du reste de la planète. Alors, comment vous recrutez-vous aujourd'hui, pas seulement les ingénieurs, mais tous les jeunes gens qui viennent travailler chez Saint-Gobain et qui sont ultra sensibilisés Alors d'abord, les questions de sens sont très importantes. Et donc on a travaillé, je veux dire, on vient de formaliser une raison d'être. C'est « Making the world a better home ».
On l'a fait en anglais, parce que j'aime beaucoup le mot home, parce que en français, on a un mot, en anglais, on a deux mots, home et house. Et home, c'est émotionnel, c'est la planète. Hein. Donc donner du sens, je pense que c'est un élément très très important pour nos salariés, mais aussi pour les jeunes qui veulent nous rejoindre. Mais il y a beaucoup de travail à faire pour décarboner Saint-Gobain, pour réduire son empreinte environnementale. Voilà, donc c'est aussi des challenges pour des jeunes ingénieurs, et donc je n'ai pas trop de difficultés à recruter. Alors dernière question, quelles conséquences la crise du Covid a eu sur vos activités? Alors on a eu un trou d'activité très important pendant 3 mois, on a eu un rebond cet été, on a une incertitude à court terme, mais si vous voulez, en ce qui concerne Saint-Gobain, le profil de croissance du groupe post-Covid, il sera meilleur que celui pré-Covid. Il y a quelque chose de très important dans cette crise, c'est que l'opinion publique a pris conscience dans cette crise qu'il y avait un lien très fort entre santé, environnement, protection de la planète. Et donc les politiques ont suivi. Hein. C'est pour ça que tous les plans de relance, ils sont verts. Hein, et comme le bâtiment est un élément important, qu'on connaît la solution, donc si vous voulez pour Saint-Gobain, la rénovation énergétique, c'est un axe de croissance important pour les prochaines années. Alors au-delà des incertitudes à court terme, mais fondamentalement, je pense que si vous voulez, il va y avoir une accélération et c'est positif de ce point de vue-là. Alors Pierre-André de Chandard, je vais vous proposer de rester avec nous et de venir avec moi même sur le plateau voisin où nous allons retrouver Agnès Jullian, présidente de Technilom, et Nadia Pelfi, qui est vice-présidente du Conseil régional Occitanie en charge du développement économique et de l'innovation. Alors, Agnès Jullian, expliquez-nous ce que fait votre entreprise. Donc Technilom, c'est une entreprise qui conçoit et fabrique du mobilier urbain d'éclairage. Et on y a ajouté depuis peu une touche plus lampadaire intelligente. Donc on dit qu'on fait du mobilier urbain à haut niveau de service. C'est-à-dire qu'effectivement, ce mobilier urbain aujourd'hui reçoit tout un tas de fonctionnalités qui sont celles de la ville et intelligentes, donc des caméras, de la sonorisation, des panneaux d'affichage, des capteurs de pollution, etc. Par exemple, si on prend ces lampadaires, qu'apportent-ils sur l'environnement, le bien-être de la planète? On a équipé récemment la Croisette de Cannes et on a fait toutes les entrées de plage, donc qui est un projet qui faisait l'objet d'un concours, qui était un concours d'abord de design. On a réalisé ces lampadaires qui en fait ont d'abord des dots qui mettent en lumière toute la Croisette, mais au-delà de ça, il y a effectivement de la vidéosurveillance, de la sonorisation, qui a un double enjeu. C'est d'abord la sonorisation de la Croisette, mais c'est aussi une sonorisation anti-tsunami, donc une alerte. Donc c'est aussi en rapport avec tous leurs centres de surveillance urbaine. C'est interopérable, donc c'est géré par les collectivités locales. En tout, il y a plus de 10 fonctionnalités, donc c'est un mobilier qui devient très, très environnemental. Il a pour vocation de ne pas démultiplier les supports. C'est ce que l'on fait de plus en plus, c'est-à-dire qu'on mutualise sur un seul objet tout un tas de fonctionnalités. Et qui sont éco-conçus, comme on en parlait tout à l'heure aussi avec Pierre-André de Chandard. Alors nous, on a depuis l'origine, puisque l'entreprise a été créée en 1971 par mon père, eu un cœur de métier dans l'aluminium. Et l'aluminium est un matériau qui est 100% recyclable à l'infini, donc qui est quand même environnemental, même si effectivement il est assez énergivore dans sa première fabrication, mais en revanche, effectivement, c'est un matériau pérenne, qui est aussi durable. Et ensuite, sur les LED, alors là, c'est un peu plus compliqué, puisqu'effectivement, les LED sont toujours de production asiatique sur la chip. Et il n'y a malheureusement pas de production ailleurs, ce qui est un peu dommageable. Donc quand on parle réindustrialisation, on pourrait espérer que tous les acteurs de l'éclairage, mais aussi d'autres secteurs qui utilisent la LED, puissent se fédérer pour créer des filières, mais je pense que c'est quand même assez complexe. En revanche, environnemental, oui, parce que c'est un des rares métiers où on a beaucoup évolué. Les médias ont beaucoup sanctionné l'éclairage public comme étant énergivore, et en plus polluant le ciel, etc. On a entendu beaucoup de choses ces dernières années, mais en revanche, la réalité elle est très différente, c'est-à-dire que historiquement, y compris Technilom, fabriquait des boules qui éclairaient autant le ciel que le sol, parce que c'était un peu la génération il y a 30 ans. Sauf qu'aujourd'hui, tous les luminaires ont vocation à être dirigés vers le sol. D'abord, il y a un arrêté qui nous impose de le faire. Donc, on est avec des solutions qui sont beaucoup plus environnementales. Et au-delà de ça, on a divisé la consommation énergétique par 5 au point lumineux. Donc, au contraire, on est beaucoup plus vertueux. Pierre-André de Chandard, j'imagine que ça vous parle parce que ce sont des évolutions qui sont parallèles aux vôtres. C'est d'ailleurs une évolution. Non, c'est deux choses qui me frappent. La première, c'est que vous êtes à l'électricité. Donc l'électricité, on sait, quand le sujet c'est juste de décarboner l'électricité, c'est plus facile que quand on est avec des combustibles fossiles. Et pareil pour l'aluminium, qui se fait avec l'électricité. Donc j'allais dire techniquement, on sait faire. Puis l'autre chose qui me frappe, c'est effectivement la baisse de consommation énergétique de l'éclairage au cours des dernières années. C'est un des secteurs où on a fait le plus de progrès.
Nadia Pelfig, donc je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes vice-présidente de la région Occitanie et en charge notamment de l'innovation. La filière aéro, on le sait, est durement touchée. Alors, comment vous pouvez résoudre la question des compétences, des talents, etc., qui aujourd'hui vont se trouver un peu éparpillés dans la nature parce que Airbus et les sous-traitants, les équipementiers risquent de demander à beaucoup de gens de partir parce qu'ils doivent réduire leur production? La résoudre, ça serait prétentieux. Si atelier, déjà en avoir conscience, c'est-à-dire de dire que, bien sûr, l'industrie aéronautique et le spatial, s'agissant d'Occitanie, on a 25% de l'emploi spatial européen sur le territoire occitan. Les femmes et les hommes qui produisent dans ce secteur-là détiennent des savoir-faire et des compétences qui sont éminemment précieuses et qu'on ne trouve pas ailleurs dans le monde. Mais sur les trajectoires que devait rencontrer l'aéronautique, il y a des prises de conscience quand même depuis plusieurs années. Il y avait ce mouvement de fly scam, c'est-à-dire la honte de prendre l'avion qui se développait en Europe du Nord. Il y a une pression sur les impacts environnementaux et il y a, s'agissant du territoire occitan, une volonté de diversifier aussi son activité industrielle. Nous, notre volonté, c'est de garder évidemment le maximum de personnes en emploi, de garder leurs compétences et de faire en sorte que ces compétences-là soient remobilisées sur des secteurs industriels où on sait que la France a perdu des atouts depuis des années par absence de politique industrielle ou parce qu'elle a délégué à d'autres pays dans le monde le fait de produire. Et donc il y a par exemple toute une partie de l'activité des compétences de l'aéronautique qui ont été remobilisées chez nous pour de la production de masques, y compris parce que les normes et les certifications ont été délivrées par la DGA, qu'il y a des habitudes de certification dans les process aéronautiques et industriels aéronautiques. Et donc notre objectif, c'est oui, ces compétences sont précieuses, il faut les garder, y compris quand le secteur reprendra. On parle de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans. Et les dispositifs d'État de chômage partiel ne dureront pas aussi longtemps. Et donc de faire en sorte qu'elles soient remobilisées dans des secteurs industriels où malheureusement la France a été peu présente. Mais pour ça, il faut aussi qu'il y ait des investisseurs publics, c'est le cas des collectivités, parce que quand ce sont des filières émergentes, il n'y a pas de marché pour le porter, pas forcément d'investisseurs privés dont l'objectif est, et c'est normal d'avoir une rentabilité. Nous pouvons être des investisseurs plus patients et on peut essayer de contribuer à la souveraineté industrielle du territoire national. Alors vous êtes la première région européenne à avoir signé le Green New Deal. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit ? L'Union européenne a produit un Green New Deal, mais les collectivités sur le sol français n'étaient absolument pas invitées à signer ou à produire. Nous avons décidé, nous, de produire ce qu'on a appelé le Green New Deal, qui est, dit autrement et peut-être plus occitan ou plus français, de travailler sur la transformation du modèle de développement et d'affirmer de manière très claire qu'on peut concilier l'économie, le développement et donc la croissance et les transitions environnementales. Et donc on outille notre territoire pour pouvoir mettre des trajectoires positives sur l'économie et le développement de demain. Et c'est aussi la volonté de dire on est une grande terre de propriété intellectuelle, de recherche et de développement, mais les dispositifs comme le crédit impôt recherche ont aidé. Mais aujourd'hui, il nous faut affirmer dans les territoires qu'on doit associer la R&D à de la production, à la valorisation des données qui sont émises à destination des fournisseurs dans les process de production et que c'est qu'à la condition qu'on maintienne l'ensemble de cette chaîne de valeur qu'il y aura des valeurs ajoutées territoriales et ça, il n'y a que l'industrie qui est en capacité de le mettre en œuvre. Alors pour conclure ce mini-débat, je vais vous demander à chacun de me dire simplement comment vous imaginez l'industrie du futur en France. Pour moi, l'industrie du futur, ça doit être une industrie résiliente, qui offre une autre image aussi que l'image actuelle. On a une image un peu datée auprès du grand public de l'industrie, donc qui permettent à des jeunes de rentrer dans les process industriels en se disant qu'ils sont sur des métiers d'avenir. Et une industrie qui conjugue la performance économique et les enjeux environnementaux. Demain, l'industrie, ça sera des mécatroniciens, des ingénieurs, de plus en plus, des électroniciens. Mais bien sûr qu'on a aussi besoin d'ouvriers qui sont sur des machines à commande numérique, mais en tout cas, ce n'est pas du tout ce qu'on imaginait il y a quelques temps. Et c'est au contraire un métier d'avenir, un métier sur lequel il faut diriger les jeunes pour que cette industrie, elle persévère en France et qu'on continue à avoir ce savoir-faire qui est propre à la France. Pierre-André Chalanda. Pour moi, l'industrie du futur, c'est une industrie qui aura réussi à résoudre 2 défis, à faire 2 révolutions, la révolution numérique et la révolution écologique.
Quand on parle d'industrie du futur, on pense à la révolution numérique. Je pense qu'il y a un enjeu de numérisation très très important qui va amener de la personnalisation. Et donc à partir du moment où on personnalise, on pourra le faire plus proche du client. Et puis une industrie qui aura résolu le problème de la comptabilité avec l'écologie. Je pense que c'est à ces conditions qu'on aura une belle industrie dans le futur. Bien, merci à tous. Je propose de terminer avec le regard d'un étranger et d'un chercheur de solutions, Bertrand Piccard, créateur entre autres du projet Solar Impulse, l'avion solaire qu'on n'a pas oublié. Il évoque les initiatives qu'il a identifiées en France avec son programme 1000 solutions. Mesdames, messieurs, bonne soirée. Merci. Bertrand Piccard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes psychiatre, vous êtes explorateur. On vous connaît pour ce défi fou qui s'appelle Solar Impulse et qu'on voit d'ailleurs se dessiner derrière vous à l'image. Mais il y a 4 ans, projet moins connu, vous avez lancé 1000 solutions. L'idée, c'était de trouver 1000 solutions pour la planète, pour un développement durable. Vous en êtes où ? Le but, c'est d'apprendre à parler le langage des gens qu'on veut convaincre. Ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, ils ont le langage de la création d'emplois et du profit. Par conséquent, il faut leur prouver que la protection de l'environnement aujourd'hui peut créer des emplois et faire du profit. Ça ne sert à rien d'aller vers eux et de leur dire la planète est belle, la vie est un miracle dans le cosmos et il faut protéger tout ça. Parce qu'ils vont répondre qu'ils ont des milliers de salaires à payer à la fin du mois et qu'ils ont des priorités plus urgentes. Donc, les 730 solutions qu'on a aujourd'hui et les 1000 solutions qu'on va trouver d'ici quelques mois ont vraiment comme but de prouver que des nouvelles technologies, des nouveaux systèmes, produits, matériaux, appareils peuvent faire de l'argent, peuvent créer de l'emploi et en même temps peuvent protéger de l'environnement. Ce sont des produits, projets, technologies qui viennent de start-up ou qui viennent de grands groupes industriels dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'énergie, de la mobilité, de la construction, de l'agriculture et de l'industrie. Et chaque fois, il s'agit de pouvoir être plus efficient. Et je dois dire que la France est très active, la France est extrêmement innovante. Mais il ne faut pas que toute cette innovation-là reste dans des laboratoires, reste dans des centres de recherche, simplement parce que la réglementation n'évolue pas et qu'on ne crée pas le besoin pour toutes ces solutions-là. Toutes ces solutions-là, elles existent, mais ce qui est très paradoxal, c'est qu'elles ne sont pas assez utilisées. Et si elles ne sont pas assez utilisées, c'est parce qu'aujourd'hui, il est toujours permis de polluer. Et beaucoup d'entreprises vous disent, moi, je suis totalement légal dans ce que je fais, donc pourquoi est-ce que je devrais changer ? Donc notre but, c'est d'amener essentiellement au gouvernement des preuves qu'aujourd'hui, on peut être beaucoup plus rentable avec quelque chose de beaucoup plus moderne, de manière à faire évoluer la réglementation. Alors, vous avez Engie qui a mis au point, par exemple, un district cooling. C'est-à-dire, au lieu que chacun ait de l'air conditionné, c'est un système qui permet d'économiser 50% d'énergie et de refroidir toute une série de bâtiments en même temps. Vous avez une entreprise qui s'appelle Schlumberger, qui est dans le pétrole, l'exploration pétrolière, qui s'est diversifiée maintenant avec une spin-off, qui fait du forage en oblique pour des puits géothermiques. Donc, sur une place de parking au centre d'une ville, ils peuvent vous faire les forages nécessaires pour mettre des pompes à chaleur dans un immeuble. Je peux vous en faire 730 comme ça. Et ce sont des centaines d'entreprises qui peuvent se développer et des millions d'emplois qui peuvent être créés. On se retrouve ici en plateau avec notre invité, le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir. Alors pour ceux qui nous rejoindraient, je vous rappelle que nous sommes ensemble pour la grande soirée de la France des solutions et que nous vivons ensemble cet événement via les réseaux sociaux. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag FRSol. Alors merci beaucoup Frédéric Lenoir de nous accompagner et de nous éclairer par votre regard et vos réflexions. J'aimerais peut-être qu'on réagisse ensemble à ce que
nous venons d'entendre avec les propos de Bertrand Piccard, avec cette initiative 1000 solutions pour la planète. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que vous vous connaissez. Hein, oui, mais c'est très important ce que dit Bertrand Piccard, parce qu'effectivement, on a tendance à opposer la technologie et l'environnement. Or, il y a des techniques qui permettent, au contraire, d'avoir une production industrielle qui est favorable à l'environnement. On peut, grâce à la technologie, décarboniser de plus en plus. Et donc, il ne faut pas opposer l'innovation avec l'enjeu environnemental. Et la création d'emplois. Au contraire, et la création d'emplois, puisqu'on sait qu'on va perdre des emplois dans des domaines qui sont extrêmement polluants, dans tout ce qui, effectivement, va contre cette nécessaire transition écologique. Mais on peut en gagner autant, si ce n'est plus, dans les énergies renouvelables, dans toutes les nouvelles technologies qui sont, au contraire, favorables à la planète. Donc, du coup, il faut plutôt penser, non pas à une décroissance, mais une croissance sélective. C'est-à-dire, finalement, il y a des pans qui vont décroître, dans lesquels il y aura effectivement forcément du chômage, et puis il y a des pans qui vont se développer et dans lesquels on pourra créer de très nombreux emplois, parce que ce seront des domaines de création et des domaines industriels qui seront tout à fait compatibles avec l'enjeu environnemental. Alors vous avez aussi entendu Pierre-André de Chalandard qui se dirige vers la trajectoire zéro carbone en 2050. On a entendu la région Occitanie qui va vers un Green New Deal. Pardon d'utiliser encore un anglicisme, mais est-ce que tout ça, c'est pas du greenwashing? Est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se généraliser? Alors, il y a eu du greenwashing il y a 20 ans, 15 ans, quand on a commencé à parler d'environnement, que ça devenait un peu à la mode dans la société, que beaucoup d'entreprises se sont dit il faut qu'on repeigne un peu la façade en verte. Aujourd'hui, de moins en moins. C'est-à-dire que les entreprises, parce que les gens ont beaucoup plus de discernement, et que les entreprises prennent conscience vraiment de plus en plus de cet enjeu majeur. Et du coup, on voit effectivement, il y a Saint-Gobain, mais il y a beaucoup de grandes entreprises, notamment du CAC 40, plein de PME qui font attention, je dirais, aux effets pour la société et pour l'environnement de leur activité. Et donc, ils tiennent compte de tout ce qu'on appelle les externalités, des conséquences de ce qu'ils font. Et cet enjeu de responsabilité, il est de plus en plus présent. Et moi, je vois quantité de chefs d'entreprise qui demandent à réfléchir sur toutes ces grandes questions écologiques parce qu'ils ont envie de participer, je dirais, à ce combat. Et c'est valable, c'est pareil dans le monde entier. On sait que lorsque Donald Trump a voulu sortir de la COP 21, de Paris, il y a plus de 200 grandes entreprises américaines qui ont refusé en disant nous, on veut tenir les engagements pris à Paris. Ce sont donc des entreprises qui ont été plus audacieuses que les politiques. Alors vous dites aussi qu'il faut passer du règne de la quantité à celui de la qualité. Vous ne rejetez pas totalement la croissance. Ça serait quoi pour vous une croissance vertueuse? Non, en fait, quand j'utilise cette expression, c'est que je cherche à comprendre ce qui relie toutes les crises que nous vivons. Parce que nous vivons une crise que j'appelle systémique, c'est-à-dire qui fait système. Il y a une crise économique qui est liée à une crise écologique, la crise sanitaire est liée à une crise écologique, une crise sociale. Le monde est en crise. Pourquoi il est en crise? C'est qu'il y a un point commun qui relie toutes ces crises, c'est que c'est le règne de la quantité. On vit tout à travers l'argent, la rentabilité, le profit. C'est ça qui est la valeur suprême de tout. Et ça détruit les sociétés et la planète. Et donc, il faut sortir de cette logique de la quantité, de la rentabilité à tout prix, pour aller vers une logique de la qualité. Il faut permettre aux gens de bien vivre. Et on voit dans les entreprises, lorsque les gens vivent bien, lorsqu'ils s'épanouissent, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Alors que si on les écrase en disant qu'il faut faire plus de chiffres, ils sont en burn-out, ils sont déprimés. Donc, ça ne sert à rien. Il faut arrêter d'être dans cette logique de la quantité et passer dans une logique qui permet d'avoir une qualité de relation avec soi-même, avec les autres, avec le monde. Et c'est ainsi que les individus peuvent s'épanouir. Alors, juste avant de nous quitter et de vous remercier, Frédéric, je voudrais m'adresser à l'homme de médias que vous avez été, entre autres, avec le monde des religions, avec les chemins de la sagesse sur France Culture. Vous êtes souvent reçu, en plus, sur les plateaux de télévision et de radio. Je voudrais juste quand même citer quelques mots que vous utilisez dans votre ouvrage. Vous avez parfois la dent dure sur les médias. Vous dites ils sont à l'écume des choses, ils ne reflètent pas toujours la réalité. Je parle des médias. Ils sont anxiogènes. Qu'est-ce que devraient faire les médias pour faire avancer le bien commun et qu'est-ce que vous leur demandez de valoriser, puisque nous parlons aujourd'hui de la France des solutions et de la valorisation des... Je diabolise pas du tout les médias. C'est-à-dire qu'à côté de ça, je dis il y a beaucoup de médias qui font des efforts pour justement être plus complets dans l'information, c'est-à-dire montrer ce qui ne va pas, mais montrer ce qui va bien aussi, quelles sont les solutions. Je dis simplement qu'il faut faire attention surtout au caractère anxiogène des médias. C'est ça qui me paraît le
plus ennuyeux. C'est-à-dire qu'effectivement, si on passe son temps à s'informer, c'est-à-dire à lire, à regarder des informations anxiogènes, c'est extrêmement déprimant et ça crée un climat, je dirais, au niveau sociétal, de dépression. Et donc, il faut arriver à ce que les médias, de plus en plus, comme vous le faites et comme beaucoup de médias le font de plus en plus, à essayer de montrer aussi tout ce qui va bien, les solutions, pour que les gens n'aient pas le sentiment que tout fout le camp. Sinon, on arrive au tous pourris, c'est ce qui fait le lit, je dirais, de tous les systèmes politiques les plus extrémistes, etc. Donc, il faut sortir de ça. Alors, beaucoup de médias en sont conscients. Après, je dirais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que cette vision plus juste, je dis, il ne s'agit pas de montrer une vision positive, naïve, il s'agit de montrer la réalité. Or, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses, de solutions, de gens qui vont bien, de gens qui s'engagent, et que ça, il faut le montrer aussi.